Petit 4, le convaincre. Il dira que ses coups de tête ne se font pas dans une collection philologique, il est conditionné par son maître, et il risque de se voir sucrer la préface et de jouer sa carrière. Une idée brillante dans les 2 dernières pages passe inaperçue, mais au début, on n'arrête pas, et cela peut irriter les mandarins. Petit 5. Cependant, il suffit de la mettre en italique, sous la forme d'un exposé détaillé en dehors de la recherche proprement dite, de sorte que l'hypothèse reste seulement une hypothèse, et ne compromet pas le sérieux du travail. Mais les lecteurs seront tout de suite conquis, ils affronteront le livre dans une perspective différente. Suis-je vraiment en train de le pousser à un geste de liberté, ou est-ce que je l'utilise pour écrire mon livre? Transformer les livres avec 2 mots. Démiurge sur l'œuvre d'autrui. Au lieu de prendre la glaise molle et de la modeler, des petits coups à la glaise durcie où quelqu'un d'autre a déjà sculpté la statue. Moïse lui donnait le bon coup de marteau, et le voilà qui se met à parler. Recevoir Guillaume S. J'ai vu votre travail, tant mal du tout. Il y a de l'attention, de l'imagination, de l'intensité dramatique. C'est la première fois que vous écrivez? Non, j'ai déjà écrit une autre tragédie. C'est l'histoire de 2 amants véronais qui... Mais parlons de ce travail, monsieur S. Je me demandais pourquoi vous le situez en France, pourquoi pour Danemark. Façon de parler. Mais il n'en faut pas beaucoup, il suffit de changer 2 ou 3 noms. Le château de Chalon-sur-Marne devient, disons, le château d'Elseneur. C'est que dans un cadre nordique, protestant, où flotte l'ombre de Kierkegaard, toutes ces tensions existentielles. Vous avez peut-être raison. Je crois vraiment, oui. Et puis, votre travail aurait besoin de quelques raccourcis stylistiques, une très légère révision, pas davantage. Comme quand le coiffeur donne les dernières retouches avant de vous placer le miroir derrière la nuque. Par exemple, le spectre paternel. Pourquoi à la fin? Moi, je le placerai au début. De façon que la mise en garde du père domine tout de suite le comportement du jeune prince, et le met en conflit avec sa mère. Ça me semble une bonne idée, il s'agit seulement de déplacer une scène, précisément. Et enfin, le style. Prenons un passage au hasard, voilà. Ici, où le garçon vient sur le devant de la scène et commence sa méditation sur l'action et sur l'inaction. Le morceau est beau, vraiment. Mais je ne me sens pas suffisamment nerveux. Agir ou ne pas agir, telle est ma question angoissée. Dois-je souffrir les offenses d'une atroce fortune ou bien... pourquoi ma question angoissée? Moi, je lui ferais dire, c'est la question, c'est le problème, vous comprenez? Pas son problème individuel, mais la question fondamentale de l'existence. L'alternative entre l'être et le non-être, pour ainsi dire. Peupler le monde d'une progéniture qui circulera sous un autre nom. Et personne ne saura qu'il s'agit de tes rejetons. Comme être Dieu en ces villes. Tu es Dieu, tu flânes dans la ville, tu entends les gens qui parlent de toi, et Dieu par-ci et Dieu par-là, et quel admirable univers que le nôtre, et que d'élégance dans la gravitation universelle, et toi tu souris dans tes moustaches. Il faut se promener avec une fausse barbe, ou non, sans barbe, parce que c'est à la barbe qu'on connaît tout de suite Dieu. Et tu te dis en toi-même, le solipsisme de Dieu est dramatique, voilà, c'est ce que je suis, et eux ne le savent pas. Et un qui dame te heurte dans la rue, là jusqu'à t'insulter, et toi, humble, tu dis pardon. Et tu passes. Aussi bien tu es Dieu, et si tu voulais un claquement de doigts, et le monde serait cendre. Mais tu es si infiniment puissant que tu peux te permettre d'être bon. Un roman sur Dieu incognito. Oh, inutile. Si l'idée m'est venue à moi, elle doit être déjà venue à quelqu'un d'autre. Variante. Tu es un auteur. De quelle envergure, tu ne le sais pas encore. Celle que tu aimais t'a trahi, la vie pour toi n'a plus de sens, et un jour, pour oublier, tu fais un voyage sur le Titanic qui coule à pic dans les mers du Sud. Une pirogue d'indigènes te recueille, l'unique survivant, et tu passes de longues années ignoré de tout sur une île habitée seulement par des papous, avec les filles qui te chantent des chansons d'une intense langueur, en agitant leurs seins à peine recouverts par le collier de fleurs de pois. Tu commences à t'habituer, on t'appelle Jim. Comme il faut avec les blancs, une fille à la peau ombrée s'introduit une nuit dans ta cabane et te dit « Moi à toi, moi avec toi ». Au fond c'est beau, la nuit, de rester allongée sur la véranda à regarder la croix du sud, tandis qu'elle te caresse le front. Tu vis selon le cycle des aubes et des couchants, et tu ne sais rien d'autre. Un jour, arrive un bateau à moteur avec des Hollandais. Tu apprends que 10 ans sont passés. Tu pourrais partir avec eux, mais tu hésites. Tu préfères échanger des noix de coco contre d'autres denrées. Tu promets que tu pourras t'occuper de la récolte de la papaye. Les indigènes travaillent pour toi. Tu commences à naviguer d'îlot en îlot. Tu es devenu pour tous Jim de la papaye. Un aventurier portugais ravagé par l'alcool vient travailler avec toi et se rachète.
Tout le monde parle désormais de toi dans ces mers de la Sonde. Tu donnes des conseils au sultan de Brunei pour une campagne contre les Dayaks du fleuve. Tu réussis à réactiver un vieux canon des temps du petit Poussaïb, chargé de grenailles de clous. Tu entraînes une équipe de malais dévoués aux dents noircies par le Bethel. Dans un combat tout près de la Grande Barrière, le vieux Santon, les dents noircies de Bethel, te fait un bouclier de son corps. Je suis content de mourir pour toi, Jim de la Papaye, mon vieux Santon, mon ami. Maintenant, tu es célèbre dans tout l'archipel entre Sumatra et Port-au-Prince. Tu traites avec les Anglais, à la capitainerie du port de Darwin, tu es enregistré sous le nom de Kurtz. Et désormais, tu es Kurtz pour tout le monde. L'île de la Papaye pour les indigènes. Mais, une nuit, alors que la fille te caresse sur la véranda et que la croix du Sud brille comme jamais, ah, combien différence de l'ours, tu comprends? Tu voudrais revenir. Seulement pour peu de temps, pour voir ce qui est resté de toi, là-bas. Tu prends le bateau à moteur, tu as ta Manille, de là un avion hélice te transporte à Bali, ensuite Samoa, les îles de l'Amirauté, Singapour, Tananarive, Tombouctou, Alep, Samarcande, Basra, Malte, et tu es à la maison. 18 ans sont passés. La vie t'a marqué, ta face est cuivrée par les alizés, tu es plus âgé, peut-être plus beau. Et voilà qu'à peine arrivé, tu découvres que les libraires étalent tous tes livres en réédition critique. Il y a ton nom sur le fronton de la vieille école où tu as appris à lire et à écrire. Tu es le grand poète disparu, la conscience de la génération des jeunes filles romantiques se tue sur ta tombe vide. Et puis, je te rencontre toi, mon amour, avec tant de rides autour des yeux, et le visage encore beau qui se consume de souvenirs, de tendres remords. Je t'ai presque effleuré sur le trottoir, je suis là, à 2 pas, et tu m'as regardé comme tu regardes tous les autres, cherchant un autre au-delà de leur ombre. Je pourrais parler, effacer le temps, mais dans quel but? N'ai-je pas déjà eu ce que je voulais? Je suis Dieu. La même solitude, la même gloriole, la même désespérance pour n'être pas l'une de mes créatures comme tout le monde. Tout le monde qui vit dans la lumière, et moi qui vis dans le scintillement de ma ténèbre. Va par le monde, Guillaume S. Tu es célèbre, tu passes à côté de moi et tu ne me reconnais pas. Je murmure en moi être ou ne pas être, et je me dis bravo Belbo, bon travail. Va vieux Guillaume S, prendre ta part de gloire. Tu n'as fait que créer, moi, je t'ai refait. Nous qui faisons enfanter les enfantements des autres comme les acteurs, nous ne devrions pas être ensevelis en terre consacrée. Les acteurs feignent que le monde tel qu'il est va de façon différente, tandis que nous feignons de l'infini univers et des mondes la pluralité des possibles. Comment la vie peut-elle être aussi généreuse? Qui procure une compensation si sublime à la médiocrité? Sub umbra alaruntuarum. Le lendemain, je me rendis aux éditions Garamond. Le numéro 1 de la Via Sincero Renato s'ouvrait sur un passage poussiéreux, d'où on entrevoyait une cour avec l'atelier d'un cordier. En entrant à droite, il y avait un ascenseur qui aurait pu faire son effet dans un pavillon d'archéologie industrielle, et lorsque j'essayais de le prendre, il eut quelques fortes secousses suspectes, sans se déterminer à partir. Par prudence, je descendis et fis 2 volets d'un escalier quasiment à vis, en bois, couvert de poussière. Comme je l'appris plus tard, M. Garamond aimait cette maison, parce qu'elle lui rappelait une maison d'édition parisienne. Sur le palier, une plaque annonçait « Édition Garamond, S.P.A ». Et une porte ouverte donnait sur un vestibule sans standardiste ni aucune sorte de gardien. Mais on pouvait entrer sans être aperçu d'un petit bureau situé en face. Et je fus aussitôt abordé par une personne de sexe probablement féminin, d'âge incertain, et de stature qu'un euphémiste aurait qualifié d'inférieure à la moyenne. Cette personne m'agressa en une langue qu'il me semblait avoir déjà entendue quelque part, jusqu'au moment où je compris que c'était un italien privé de presque toutes ses voyelles. Je demandai Belbo. Après que j'eus attendu quelques secondes, elle me conduisit le long du couloir dans un bureau vers le fond de l'appartement. Belbo m'accueillit avec gentillesse. « Alors, vous êtes une personne sérieuse, vous? Entrez. » Il me fit asseoir en face de sa table, vieille comme le reste, surchargée de manuscrits comme les étagères aux parois. « J'espère que vous n'avez pas eu peur de Gudrun, me dit-il. »« Gudrun? La dame? Demoiselle. Elle ne se nomme pas Gudrun. Nous l'appelons ainsi pour son allure nibelungénique, et parce qu'elle parle d'une manière vaguement teutonne. Elle veut dire tout de suite et elle économise sur les voyelles, mais elle a le sens de la justitia equatrix. Quand elle tape à la machine, elle économise sur les consonnes. Qu'est-ce qu'elle fait ici?
Tout, malheureusement. Voyez-vous, dans chaque maison d'édition, il y a un type qui est indispensable parce que c'est l'unique personne en mesure de retrouver les choses dans le désordre qu'elle crée. Mais au moins, quand on perd un manuscrit, on sait à qui est la faute. Elle perd même les manuscrits. Pas plus que les autres. Dans une maison d'édition, tout le monde perd les manuscrits. Je crois que c'est l'activité principale. Mais il faut bien avoir un bouc émissaire, vous pensez pas? Je leur reproche seulement de ne pas perdre ceux que moi je voudrais qu'elles perdent. Incident déplaisant pour ce que le bon Bacon appelait « the advancement of learning ». Mais où les perd-on? Il écarta les bras. « Excusez-moi, mais vous rendez-vous compte à quel point votre question est idiote? Si on savait où, il ne serait pas perdu. » Logique, dis-je. Mais autre chose, quand je vois en circulation les livres Garamond, j'ai l'impression d'éditions très soignées, et vous avez un catalogue assez riche. Vous faites tout, là-dedans? Vous êtes combien? En face, il y a une énorme pièce avec les techniciens, ici à côté, mon collègue Diotin Lévy. Et lui, il s'occupe des manuels, des ouvrages de longue durée, longs à faire et longs à vendre, dans le sens qu'ils se vendent longtemps. Les éditions universitaires, c'est ma partie. Mais il ne faut pas croire, ce n'est pas un travail gigantesque. Mon Dieu, je me passionne pour certains livres. Il faut que je lise les manuscrits, mais en général, c'est tout du travail déjà garanti, économiquement et scientifiquement. Publication de l'Institut Truc et Machin, ou bien acte de colloque dont l'édition est préparée et financée par un organisme universitaire. Si l'auteur est un débutant, le maître fait la préface, et c'est à lui qu'incombe la responsabilité. L'auteur corrige au moins 2 jeux d'épreuve, il contrôle citations et notes, et il ne touche pas de droit. Ensuite, le livre est adopté, on en vend 1000 ou 2000 exemplaires en quelques années, et les frais sont couverts. Pas de surprise. Chaque livre est en actif. Et alors, vous, qu'est-ce que vous faites? Beaucoup de choses. Avant tout, il faut choisir. Et puis, certains livres, nous les publions à nos frais, presque toujours des traductions d'auteurs prestigieux pour rehausser le niveau du catalogue. Et enfin, il y a les manuscrits qui arrivent comme ça, apportés par un isolé, rarement digne d'être pris en considération, mais il faut les voir, on ne sait jamais. Vous vous amusez? Si je m'amuse. C'est la seule chose que je sais bien faire. Nous fûmes interrompus par un type d'une 40aine d'années qui portait une veste trop grande, de plusieurs tailles, avait de rares cheveux blond clairs qui lui retombaient sur 2 sourcils touffus, tout aussi jaunes. Il parlait d'un ton moelleux, comme s'il faisait l'éducation d'un enfant. Ce vadémécum du contribuable m'a proprement lessivé. Il faudrait que je le réécrive tout entier et je n'en ai pas envie. Je dérange? C'est Diotin Lévy, dit Belbeau, et il nous présenta. Ah, vous êtes venu voir les Templiers, le pauvre. Écoute, j'en ai une bonne. Urbanisme Zigan. Joli, dit Belbeau, avec admiration. Moi, je pensais à hippisme aztèque. Sublime, mais celle-ci, tu la mets dans la potion-section ou dans les adinata. Il faut voir à présent, dit Belbeau. Il farfouilla dans le tiroir et en retira les feuillets. La potion-section, il me regarda, notant ma curiosité. La potion-section, comme bien vous le savez, est l'art de couper le bouillon. Mais non, dit-il à Diotin Lévy, la potion-section n'est pas un département, c'est une matière, comme la vunculogratulation mécanique et la pinocatabase, tous dans le département de tétrapiloctomie. Qu'est-ce que la tétralo, hasardai-je? C'est l'art de couper un cheveu en 4. Ce département comprend l'enseignement des techniques inutiles, par exemple la vunculogratulation mécanique enseigne à construire des machines pour saluer sa tempe. Le problème est de savoir s'il faut laisser dans ce département la pinocatabase, qui est l'art de s'en sortir au poil près. Et cela ne paraît pas tout à fait inutile, non? Je vous en prie à présent, dites-moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire, implorai-je? C'est que Diotin Lévy et moi-même, nous projetons une réforme du savoir, une faculté de l'insignifiance comparée, où on peut étudier les matières inutiles ou impossibles. La faculté tend à reproduire des chercheurs en mesure d'augmenter à l'infini le nombre de matières insignifiantes. Et combien y a-t-il de départements? 4 pour le moment. Et il pourrait déjà contenir tout le savoir. Le département de tétrapiloctomie a une fonction propédeutique. Il tente à éduquer au sentiment de l'insignifiance. Un département important est celui d'adinata, ou impossibilia. Par exemple, urbanisme Zigan et hippisme aztèque, l'essence de la discipline est la compréhension des raisons profondes de son insignifiance. Et dans le département d'adinata, de son impossibilité aussi. Voici par conséquent morphématique du morse, histoire de l'agriculture antarctique, histoire de la peinture dans l'île de Pâques, littérature sumérienne contemporaine, institution de docimologie montessorienne, philatélie assyrio-babylonienne, technologie de la roue dans les empires précolombiens.
iconologie braille, phonétique du film muet. Que dites-vous de psychologie des foules dans le Sahara? Bon, dit Belbo. Bon, dit Diotalevi avec conviction. Vous devriez collaborer, le jeune homme Adletov, n'est-ce pas, Jacopo? Oui, je l'ai compris tout de suite. Hier soir, il a élaboré des raisonnements stupides avec beaucoup de finesse. Mais poursuivons. Qu'est-ce qu'on avait mis dans le département d'oxymorique? Je n'arrive plus à retrouver la note. Diotalevi tira de sa poche un bout de feuillet et me fixa avec sentencieuse sympathie. Dans oxymorique, comme dit le mot même, c'est l'autocontradictorité de la discipline qui compte. Voilà pourquoi l'urbanisme d'Hegel, selon moi, devrait finir ici. Non, dit Belbo, seulement si c'était urbanisme nomadique. Les adinata conservent une impossibilité empirique, l'oxymorique une contradiction dans les termes. Nous verrons. Mais qu'est-ce que nous avions mis dans l'oxymorique? Voilà. Institution d'évolution, dynamique parménidienne, statique héraclitienne, spartanique sybaritique, institution d'oligarchie populaire, histoire des traditions innovatrices, dialectique tautologique, héristique boélienne. Maintenant, je me sentais mis au défi de montrer de quel trompe j'étais. Je peux vous suggérer une grammaire de la déviance. Bon, bon, dirent-ils l'un et l'autre, et ils se mirent à prendre note. Il y a un hic, dis-je. Lequel? Si vous rendez public votre projet, un tas de gens se présenteront avec des publications dignes d'intérêt. Je te l'ai dit que c'est un garçon subtil, Jacopo, dit Diotalevi. Mais vous savez que c'est précisément là notre problème. Sans le vouloir, nous avons tracé le profil idéal d'un savoir réel. Nous avons démontré la nécessité du possible, par conséquent, il faudra se taire. Mais à présent, je dois y aller. Où? Demanda Belbo. On est vendredi après-midi. Oh, très saint Jésus, dit Belbo. Puis à moi, là, en face, il y a 2 ou 3 maisons habitées par des juifs orthodoxes. Vous savez, ceux avec le chapeau noir, la longue barbe et la mèche frisotée. Ils sont pas nombreux à Milan. Aujourd'hui, c'est vendredi. Au couchant commence le samedi. Alors, dans l'appartement d'en face débutent les grands préparatifs. On fait briller le chandelier, cuire la nourriture, ils disposent des choses de façon que le lendemain, il n'ait aucun feu à allumer. Le téléviseur aussi reste branché toute la nuit, sauf qu'ils sont obligés de choisir tout de suite leur chaîne. Notre Diotalevi a une petite lunette d'approche, et ignominieusement, il l'épie par la fenêtre. Et il se régale, rêvant qu'il se trouve de l'autre côté de la rue. Et pourquoi, demandai-je? Parce que notre Diotalevi s'obstine à soutenir qu'il est juif. Comment je m'obstine? Demanda Diotalevi piqué au vif. Je suis juif. Vous avez quelque chose contre, Casaubon? Quelle idée? Diotalevi, dit Belbo avec décision. Tu n'es pas juif. Ah non? Et mon nom? Comme Graziadio, Diosaconte, autant de traductions de l'hébreu, nom de ghetto, comme Shalom Aleichem. Diotalevi est un nom de bon augure, souvent donné par les officiers de l'état civil aux enfants trouvés, et ton grand-père était un enfant trouvé. Un enfant trouvé, juif. Diotalevi, tu as la peau rouge, une voix de gorge, et tu es pratiquement albinos. Il y a des lapins albinos. Il doit bien y avoir aussi des juifs albinos. Diotalevi, on ne peut pas décider de devenir juif, comme on décide de devenir philatéliste ou témoin de Jéhovah. On est juif. Résigne-toi, tu es un gentil, comme tout le monde. Je suis circoncis. Ah non. N'importe qui peut se faire circoncire par hygiène, il suffit d'un docteur avec son thermocotère. Et à quel âge tu t'es fait circoncire? N'ergotons pas. Ergotons, au contraire, un juif ergote. Personne ne peut démontrer que mon grand-père n'était pas juif. Bien sûr, c'était un enfant trouvé, mais il aurait aussi bien pu être l'héritier du trône de Byzance, ou un bâtard des Habsbourg. Personne ne peut démontrer que mon grand-père n'était pas juif. Il a été justement trouvé près du portique d'Octavie. Mais ta grand-mère n'était pas juive, et la descendance là-bas se fait par la voie maternelle. Et au-dessus des raisons d'état civil, parce qu'on peut aussi lire les registres municipaux au-delà de la lettre. Il y a les raisons du sang, et mon sang dit que mes pensées sont exquisément talmudiques. Et tu ferais preuve de racisme si tu soutenais qu'un gentil peut être aussi exquisément talmudique que je me trouve être moi. Il sortit. Belbo me dit, n'y faites pas attention. Cette discussion a lieu presque chaque jour, sauf que chaque jour j'essaie d'apporter un argument nouveau. Le fait est que Diotalevi est un fidèle de la Kabbale. Mais il y avait aussi des kabbalistes chrétiens. Et puis, écoutez, Casaubon, si Diotalevi veut être juif, je peux quand même pas m'y opposer. Je crois pas. Nous sommes démocrates. Nous sommes démocrates. Il alluma une cigarette.
Je me rappelais pourquoi j'étais venu. Vous m'aviez parlé d'un manuscrit sur les Templiers, dis-je. C'est vrai. Voilà. Il était dans un classeur en simili-cuir. Il fouillait dans une pile de manuscrits et cherchait à en extraire un, placé au milieu, sans déplacer les autres. Opération risquée. De fait, la pile s'écroula en partie sur le sol. Belbo tenait dans sa main le classeur en simili-cuir. Je parcourus la table des matières et l'introduction. Cela concerne la capture des Templiers. En 1307, Philippe le Bel décide d'arrêter tous les Templiers de France. Or, une légende dit que 2 jours avant que Philippe fasse partir ses ordres d'arrestation, une charrette de foin tirée par des bœufs quitte l'enclos du Temple à Paris pour une destination inconnue. On dit qu'il s'agit d'un groupe de chevaliers guidés par un certain Aumont, qui devait se réfugier en Écosse, unissant à une loge de maçons à Kilwinning. La légende veut que les chevaliers se soient identifiés avec les compagnies de maçons qui se transmettaient les secrets du temple de Salomon. Ça, je prévoyais. Encore un qui prétend retrouver l'origine de la franc-maçonnerie dans cette fuite des Templiers en Écosse. Une histoire relâchée depuis 2 siècles, fondée sur des inventions, aucune preuve. Je peux vous mettre sur la table une 50aine de brochures qui racontent la même histoire, toutes pompées les unes dans les autres. Regardez là, j'ai ouvert au hasard. La preuve de l'expédition écossaise est dans le fait qu'aujourd'hui encore, à 650 ans de distance, il existe toujours de par le monde des ordres secrets qui se réclament de la milice du Temple. Sinon, comment expliquer la continuité de cet héritage? Vous comprenez? Comment est-il possible que le marquis de Carabas n'existe pas, vu que même le Chaboté dit qu'il est à son service? J'ai compris, dit Belbo. Éliminé. Mais votre histoire des Templiers m'intéresse. Pour une fois que j'ai sous la main un expert, je veux pas qu'il m'échappe. Pourquoi tout le monde parle des Templiers et pas des Chevaliers de Malte? Non, ne me le dites pas maintenant. Il s'est fait tard, Diotallevi et moi devons aller d'ici peu à un dîner avec M. Garamond. Mais nous devrions avoir fini vers 10h30. Si je peux, je persuade aussi Diotallevi de faire un saut chez Pilade. Lui, d'habitude, va se coucher tôt, il ne boit pas. On s'en fout là-bas? Et où donc, sinon? J'appartiens à une génération perdue, et je me retrouve seulement quand j'assiste en compagnie à la solitude de mes semblables. Lui, frère, l'imestre du temple. Et in Arcadia ego. Ce soir-là, Pilade était l'image de l'âge d'or. Une de ces soirées où vous sentez que non seulement la révolution se fera, mais qu'elle sera sponsorisée par l'Union des industriels. On ne pouvait voir que chez Pilade le propriétaire d'une filature de coton, en de côte et barbe, jouer au 421 avec un futur accusé en cavale, en costume croisé et cravate. Nous étions à l'aube d'un grand renversement de paradigme. Au début des années 60, la barbe était encore fasciste. Mais il fallait en dessiner le contour en la rasant sur les joues à la Italo Balbo. En 68, elle avait été contestataire, et à présent, elle devenait neutre et universelle. Choix de liberté. La barbe a toujours été un masque. On se met une barbe postiche pour ne pas être reconnu. Mais en ce début des années 70, on pouvait se camoufler derrière une vraie barbe. On pouvait mentir en disant la vérité, mieux, en rendant la vérité énigmatique et fuyante, car face à une barbe, on ne pouvait plus en déduire l'idéologie du barbu. Mais ce soir-là, la barbe resplendissait même sur les visages glabres de ceux qui, tout en ne la portant pas, laissaient comprendre qu'ils auraient pu la cultiver et n'y avaient renoncé que par défi. Je divague. À un moment donné, arrivèrent Belbo et Diotallevi, se murmurant à tour de rôle, la mine défaite d'âcres commentaires sur leur très récent dîner. Plus tard seulement, j'apprendrai ce qu'étaient les dîners de M. Garamond. Belbo passa tout de suite à ses distillats préférés. Diotallevi réfléchit un bon moment et bêtait et se décida pour un tonique sans alcool. Nous trouvâmes une table au fond à peine laissée libre par 2 traminots qui le lendemain matin devaient se lever tôt. Alors, dit Diotallevi, c'est les Templiers? Non, à présent s'il vous plaît ne me mettez pas dans l'embarras, ce sont des choses que vous pouvez lire partout. Nous sommes pour la tradition orale, dit Belbo. Elle est plus mystique, dit Diotallevi. Dieu a créé le monde en parlant, que l'on sache, il n'a pas envoyé un télégramme. Fiat Lux stop, lettre suit, dit Belbo. Aux Thessaloniciens, j'imagine, dis-je. Les Templiers, demanda Belbo. Donc, dis-je, on ne commence jamais par don, comme jeta Diotallevi. Je fis le geste de me lever. J'attendis qu'il m'implore, ils n'en firent rien, je m'installai et me mis à parler. Non, je veux dire que l'histoire, tout le monde la connaît. Il y a la première croisade, d'accord? Godefroy, qui le grand sépulcre adore et délie de vœux. Baudouin devient le premier roi d'une Jérusalem délivrée.
un royaume chrétien en Terre Sainte. Mais une chose est de tenir Jérusalem, une autre chose le reste de la Palestine. Les Sarrasins ont été battus, mais pas éliminés. La vie dans ces contrées n'est pas facile, ni pour les nouveaux intronisés, ni pour les pèlerins. Et voici qu'en 1118, sous le règne de Baudouin II, arrive 9 personnages guidés par un certain Hugues de Payns, qui constitue le premier noyau d'un ordre des pauvres chevaliers du Christ. Un ordre monastique, mais avec épée et armure. Les 3 vœux classiques, pauvreté, chasteté, obéissance, plus celui de la défense des pèlerins. Le roi, l'évêque, tous à Jérusalem, leur donnent aussitôt des aides en argent, les loges, les installent dans le cloître du vieux temple de Salomon, et voilà comment ils deviennent chevaliers du temple. Qui sont-ils? Hugues, et les 8 premiers sont probablement des idéalistes, conquis par la mystique de la croisade. Et par la suite, ce seront des cadets en quête d'aventure. Le nouveau royaume de Jérusalem est un peu la Californie de l'époque. On peut y faire fortune. Chez eux, ils n'ont pas tellement de perspectives, et il y en a parmi eux qui auront fait pique-pendre. Moi, je pense à cette affaire en termes de légion étrangère. Que faites-vous si vous êtes dans le pétrin? Vous vous faites templier. On voit des horizons nouveaux, on s'amuse, on se flanque des raclés, on vous nourrit, on vous habille, et à la fin, en sus, vous sauvez votre âme. Certes, il fallait être suffisamment désespéré, parce qu'il s'agissait d'aller dans le désert, et de dormir sous la tente, et de passer des jours et des jours sans voir âme qui vive, sauf les autres templiers et quelques têtes de turcs, et de chevaucher sous le soleil, et de souffrir de la soif, et d'étriper d'autres pauvres diables. Je m'arrêtais un instant. Je fais peut-être trop dans le western? Il y a probablement une 3e phase. L'ordre est devenu puissant. On cherche à en faire partie, même si on a une bonne position dans sa patrie. Mais alors là, être templier ne veut pas dire travailler nécessairement en Terre Sainte. On est templier même chez soi. Histoire complexe. Tantôt, il donne l'impression d'une soldatesque. Tantôt, il se montre non dénué d'une certaine sensibilité. On ne peut pas dire, par exemple, qu'ils étaient racistes. Ils combattaient les musulmans, ils étaient là pour ça, mais avec l'esprit chevaleresque, et ils s'admiraient à tour de rôle. Lorsque l'ambassadeur de l'émir de Damas visite Jérusalem, les Templiers lui attribuent une petite mosquée, naguère transformée en église chrétienne, pour qu'il puisse faire ses dévotions. Un jour, entre un franc qui s'indigne en voyant un musulman dans un lieu sacré, et il le maltraite. Mais les Templiers chassent l'intolérant, et présentent leurs excuses aux musulmans. Cette fraternité d'armes avec l'ennemi finira par les mener à la ruine, car au procès, on les accusera aussi d'avoir eu des rapports avec des sectes ésotériques musulmanes. Et c'est sans doute vrai. C'est un peu comme ces aventuriers du siècle passé qui attrapent le mal d'Afrique. Ils n'avaient pas une éducation monastique régulière, ils n'étaient pas si subtils qu'ils puissent saisir les différences théologiques. Imaginez-les comme autant de Laurence d'Arabie, qui petit à petit s'habillent comme des chèques. Mais au fond, il est difficile d'évaluer leurs actions. Parce que souvent, les historiographes chrétiens, tels Guillaume de Tyr, ne perdent aucune occasion de les dénigrer. Pourquoi? Parce qu'ils deviennent trop puissants, et trop vite. Tout arrive avec Saint Bernard. Vous l'avez présent à l'esprit, Saint Bernard? Non? Grand organisateur, il réforme l'ordre bénédictin, élimine les décorations des églises, quand un collègue lui chatouille un peu trop les nerfs, tel Abélard. Il l'attaque à la McCarthy, et s'il pouvait, il le ferait monter sur le bûcher. Comme il ne le peut pas, il fait brûler ses livres. Puis, il prêche la croisade. Armons-nous et partez. Il ne vous est pas sympathique, observa Belbo. Non, je ne peux pas le souffrir. S'il ne tenait qu'à moi, il finissait dans un des vilains cercles dantesques, et pas un pour un sou. Mais c'était un bon presse-agent de lui-même. Voyez le service que lui rend Dante. Il le nomme chef de cabinet de la Madone. Il devient saint sur le champ parce qu'il s'est macroté avec les gens qu'il fallait. Mais je parlais des Templiers. Bernard a aussitôt l'intuition qu'il faut cultiver l'idée et appuyer ces 9 aventuriers en les transformant en une militia Christi. Disons même que les Templiers, dans leur version héroïque, c'est lui qui les invente. En 1128, il fait convoquer un concile à Troyes, précisément pour définir ce que sont ces nouveaux moines soldats. Et quelques années plus tard, il écrit un éloge de cette milice du Christ, et il prépare une règle de 72 articles, amusante à lire parce qu'on y trouve de tout. Mais chaque jour, il ne doit pas fréquenter les chevaliers excommuniés. Cependant, si l'un d'eux sollicite son admission au temple, il faut l'accueillir chrétiennement. Et vous voyez que j'avais raison quand je parlais de légion étrangère. Ils porteront des manteaux blancs, simples, sans fourrure, à moins qu'elles ne soient d'agneau ou de mouton, interdit de porter selon la mode de fines chaussures à bec, on dort en chemise et caleçon, une paillasse, un drap et une couverture.
Avec cette chaleur, Dieu sait ce qu'il devait puer, dit Belbo. Quant à leur puanteur, on en reparlera. La règle a d'autres rudesses. Une même écuelle pour deux. On mange en silence. Viande 3 fois par semaine, pénitence le vendredi, on se lève à l'aube. Si le travail a été pénible, on accorde 1 heure de sommeil en plus, mais en échange, on doit réciter 13 patérolis. Il y a un maître, toute une kyrielle de hiérarchie inférieure, jusqu'aux sergents, aux écuyers, aux servants et valets. Tout chevalier aura 3 chevaux et un écuyer. Aucune décoration de luxe aux brides, selle et éperons, des armes simples mais bonnes. La chasse est interdite, sauf la chasse au lion. Bref, une vie de pénitence et de bataille. Sans parler du vœu de chasteté, sur lequel on insiste particulièrement car ces gens qui ne demeuraient pas au couvent mais faisaient la guerre, vivaient au milieu du monde. Si on peut appeler le monde le grouillement de vermine que devait être la Terre Sainte en ces temps-là. En somme, la règle dit que la compagnie d'une femme est des plus dangereuses et qu'on ne peut embrasser que sa mère, sa sœur et sa tante. Belbo se montra perplexe. Eh bien, moi, pour la tante, j'aurais pourtant fait un peu plus attention, mais d'après mes souvenirs, les Templiers n'ont-ils pas été accusés de sodomie? Il y a ce livre de Klosowski, le Baphomet. Qui était Baphomet? Une de leurs divinités diaboliques, non? J'ai bien, mais raisonnez un instant. Il menait la vie du marin, des mois et des mois dans le désert. Vous voilà qui crêchez au diable. Il fait nuit. Vous vous allongez sous la tente avec le type qui a mangé dans la même écuelle que vous. Vous avez sommeil, froid, soif, peur, et vous drillez votre mère. Que faites-vous? Amour viril, légion thébaine, suggéra Belbo. Mais pensez qu'elle vit d'enfer au milieu d'autres hommes d'armes qui n'ont pas prononcé le vœu. Quand ils envahissent une ville, ils violent la morette, ventre ambré et yeux de velours. Que fait le Templier au milieu des arômes des cèdres du Liban? Laissez-lui le petit mort. Maintenant, vous comprenez pourquoi se répand le dicton « boire et jurer comme un Templier ». C'est un peu l'histoire de l'aumônier dans les tranchées. Il avale de l'agneau et sacre avec ses soldats analphabètes. Et si c'était tout? Leurs sceaux les représentent toujours 2 par 2, l'un serré contre le dos de l'autre sur un même cheval. Pourquoi, vu que la règle leur autorise 3 chevaux chacun? Ça a dû être une idée de Bernard pour symboliser la pauvreté ou la duplicité de leur rôle de moine et de chevalier. Mais convenez qu'au regard de l'imagination populaire, c'était une autre paire de manches. Que dire de ces moines qui galopent à se rompre le cou, l'un avec la panse contre le cul de l'autre? On n'a sans doute pas dû manquer de les calomnier. Mais ils l'auront bien cherché, commenta Belbo. Se pourrait-il que ce Saint Bernard fût stupide? Non, il n'était pas stupide, mais il était moine lui aussi. Et en ces temps-là, le moine avait une étrange idée du corps. Et à un instant, je croyais avoir un peu trop tiré mon histoire du côté du western, mais à bien y repenser, écoutez ce qu'en dit Bernard de ses chevaliers chéris. J'ai sur moi la citation parce que ça vaut la peine. Ils évitent et abominent les mimes, les magiciens et les jongleurs, les chansons lestes et les sottis. Ils se coupent les cheveux ras, sachant de par l'apôtre que soigner sa chevelure est une ignominie pour homme. On ne les voit jamais peignés, rarement lavés, la barbe hirsute, pure de poussière, maculée par le haubert et la chaleur. Je n'aurais pas voulu séjourner dans leur quartier, dit Belbo. Diotallevi décréta « Ça a toujours été typique de l'ermite de cultiver une sainte crasse pour humilier son corps. C'était bien Saint Macaire qui vivait sur une colonne, et quand les vers se détachaient de lui et tombaient, il les recueillait et les remettait sur son corps pour que eux aussi, créatures de Dieu, ils aient leur festin. » Le stylite en question était Saint Siméon, dit Belbo, et à mon avis, il se trouvait sur la colonne pour cracher sur le crâne de ceux qui passaient dessous. Je hais l'esprit des Lumières, dit Diotallevi. En tout cas, Macaire ou Siméon, il y avait un stylite grouillant de verre, comme je le dis, mais je ne suis pas une autorité en la matière parce que je ne m'occupe pas des folies des gentils. Ils étaient propres, tes rabbins de Gérone, dit Belbo. Ils vivaient dans des bouches dégoûtants parce que vous, les gentils, éparqués dans le ghetto. Les Templiers, par contre, se soumettaient par goût. Ne dramatisons pas, dis-je. Avez-vous jamais vu un peloton de jeunes recrues après une marche? Mais je vous ai raconté ces choses pour vous faire comprendre les contradictions du Templier. Il doit être mystique, ascétique, ne pas manger, ne pas boire, ne pas baiser. Et il parcourt le désert, coupe la tête des ennemis du Christ. Plus il en coupe, plus il gagne le coupon pour le paradis. Il pue, devient hirsute à chaque jour qui passe. Et puis Bernard prétendait qu'après avoir conquis une ville, il ne se jette pas sur quelques fillettes ou petites vieilles, n'importe. Et que dans les nuits sans lune,
Quand le fameux Simoun souffle sur le désert, son compagnon d'armes favori ne lui rend pas quelques petits services. Comment faire pour être moins espadassin? Vous étripez et récitez l'Ave Maria. Vous ne devez pas regarder en face de votre cousine, et puis vous entrez dans une ville après des jours de siège, les autres croisés tringlent la femme du calife sous vos yeux, des soulamites merveilleuses ouvrent leur corset et disent « Prends-moi, mais laisse-moi la vie », et le Templier, non. Il devrait rester raide, puant, hirsute, comme le voulait Saint-Bernard, et réciter contre lui. D'ailleurs, il suffit de lire les retraits. Qu'est-ce que c'était? Des statuts de l'ordre, une rédaction assez tardive, disons de l'époque où l'ordre est déjà en pantoufle. Il n'y a rien de pire qu'une armée qui s'ennuie parce que la guerre est finie. Par exemple, à un moment donné, on prohibe les rixes, les blessures infligées à un chrétien par vengeance, le commerce avec une femme, la calomnie de son frère. On ne doit pas perdre un esclave, se mettre en colère et dire « je m'en irai chez les Sarrasins ». Et garer un cheval par incurie, faire don d'un animal à l'exception de chien ou de chat, partir sans permission, briser le sceau du maître, quitter la commanderie de nuit, prêter de l'argent de l'ordre sans autorisation, jeter de rage son habit par terre. D'un système d'interdit, on peut comprendre ce que les gens font d'habitude, dit Belbeau, et on peut en tirer des ébauches de vie quotidienne. Considérons, dit Diotallevi, un Templier irrité pour qui sait ce que ses frères lui avaient dit ou fait ce soir-là, sortant de nuit sans permission, à cheval, avec un joli petit sarrasin pour escorte, et 3 chapeaux pendus à la selle. Il se rend chez une fille de mœurs indécentes, et, lui laissant les chapeaux en wari, il en tire occasion d'illicite déduit. Puis, pendant la ribote, le petit mort s'enfuit avec le cheval, et notre Templier, plus sale de sueur et hirsute que de coutume, revient à la maison la queue entre les jambes et cherchant à ne pas se faire voir. Et il refile de l'argent, du temple, à l'habituel usurier juif, qui attend tel un vautour sur son tabouret. « Tu l'as dit, calife, observa Belbeau. Allons, on avance par stéréotype. Le Templier cherche à récupérer, sinon le mort, du moins un semblant de cheval. Mais un co-templier s'aperçoit de la trouvaille ingénieuse et, le soir venu, on le sait dans ces communautés, l'envie est à demeure, quand arrive la viande dans la satisfaction générale, il fait de lourdes allusions. Le capitaine est pris de soupçon, le suspect s'embrouille, rougit, dégaine son poignard et se jette sur son compère. Sur son sycophante, bien dit. Il se jette sur le misérable, lui balafrant le visage, l'autre met la main à son épée, il se rentre indignement dans le mot. Le capitaine tente de les calmer à coups de plat, les frères ricanent. Buvant et jurant comme des Templiers, dit Belbeau. Sacré Dieu, nom de Dieu, tue Dieu, 20 dieux, sang de Dieu, dramatisai-je. Sans nul doute, notre Templier s'altère. Il se, comment diable, fait un Templier quand il s'altère. Il devient rouge jusqu'aux oreilles, suggéra Belbeau. Voilà, comme tu dis. Il devient rouge, ôte son habit et le jette par terre. Vous pouvez garder ce froc de merde, vous et votre temple de malheur, proposai-je. Bien mieux, il donne un coup d'épée au seau, le brise et crie que lui, il s'en va avec les Sarrasins. Il a violé au moins 8 préceptes d'un seul coup. Afin de mieux illustrer ma thèse, je conclus. Vous les imaginez, des types comme ça, qui disent « Moi, je m'en vais avec les Sarrasins le jour où le bailli du roi les arrête et leur fait voir les fers chauffés et rouges. Parle, félon, dis que vous vous l'enfiliez dans le derrière. Nous, mais moi, vos tenailles me font rire. Vous ne savez pas de quoi est capable un Templier. Moi, je vous l'enfile dans votre derrière à vous, au pape. Et s'il me tombe sous la main au roi Philippe soi-même. Il a avoué, ça fait passer comme ça, dit Belbeau. Et hop, dans les cachots, chaque jour une couche d'huile pour qu'il grille mieux à la fin. Comme des enfants, conclut Diotallevi. Nous fûmes interrompus par une jeune fille, présentant une envie de fraise sur le nez et qui avait des feuillets à la main. Elle nous demanda si nous avions déjà signé pour les camarades argentins arrêtés. Belbeau signa aussitôt, sans regarder la feuille. Dans tous les cas, ils vivent plus mal que moi, dit-il à Diotallevi, qui le regardait d'un air égaré. Puis il s'adressa à la fille. Lui, il ne peut pas signer. Il appartient à une minorité indienne qui interdit d'écrire son propre nom. Beaucoup d'entre eux sont en prison parce que le gouvernement les persécute. La fille fixa Diotallevi avec compassion et me passa la feuille à moi. Diotallevi se détendit. Qui sont-ils? Comment, qui sont-ils? Des camarades argentins? Oui, mais de quel groupe? Taquara, non? Mais les Taquara sont fascistes, hasardai-je, d'après ce que j'en savais. Fasciste, me siffla la fille plein de ressentiment, et elle s'en alla. Mais en somme, ces Templiers étaient des pauvres types alors? Demanda Diotallevi. Non, dis-je,
C'est ma faute, je cherchais à donner plus de nerfs à l'histoire. Ce que nous avons dit concerne la troupe, mais dès le début, l'ordre avait reçu d'immenses donations, et peu à peu, il avait construit des commanderies dans toute l'Europe. Pensez qu'Alphonse d'Aragon lui faisait cadeau d'une région entière. Mieux, il le couche sur son testament, et lui laisse son royaume au cas où il devrait mourir sans héritier. Les Templiers ne s'y fient pas, et font une transaction comme pour dire peu de ces maudits machins et abonner tout de suite. Mais ces peu de maudits machins sont une demi-douzaine de forteresses en Espagne. Le roi du Portugal lui donne une forêt, et vu qu'elle était encore occupée par les Sarrasins, les Templiers se jettent à l'assaut, chassent les morts, puis, un exemple en passant, ils fondent Coïmbre. Et ce ne sont que des épisodes. En somme, une partie combat en Palestine, mais le gros de l'ordre s'étend en métropole. Et qu'arrive-t-il? Que si quelqu'un doit aller en Palestine et qu'il a besoin d'argent, et qu'il ne veut pas se risquer à voyager avec des bijoux et de l'or, il fait un versement aux Templiers en France ou en Espagne ou en Italie. Il reçoit un don et il encaisse en Orient. C'est la lettre de crédit, dit Belbeau. Bien sûr, ils ont inventé le chèque et avant les banquiers florentins. Donc vous comprenez, entre deux nations, conquête à main armée et provision sur les opérations financières, les Templiers deviennent multinationales. Pour diriger une entreprise de ce genre, il fallait des gens avec la tête sur les épaules. Des gens qui réussissent à convaincre l'innocent d'eux de leur accorder des privilèges exceptionnels. L'ordre peut garder pour lui tout le butin de guerre, et partout où il a des biens, il n'en répond ni au roi, ni aux évêques, ni au patriarche de Jérusalem, mais seulement au pape. Exemptés en tout lieu des dîmes, ils ont le droit de les imposer eux-mêmes sur les terres qu'ils contrôlent. Bref, c'est une entreprise toujours en actif où personne ne peut fourrer le nez. On comprend pourquoi ils sont mal vus par évêques et souverains, sans toutefois qu'on puisse se passer d'eux. Les croisés sont brouillons, des gens qui partent sans savoir où ils vont et ce qu'ils vont trouver. Les Templiers, par contre, sont chez eux dans ces contrées. Ils savent comment traiter avec l'ennemi. Ils connaissent le terrain et l'art militaire. L'ordre des Templiers est une chose sérieuse, même s'il s'appuie sur les rodomontades de ces troupes de choc. Mais est-ce des rodomontades, demanda Diotal-Lévy. Souvent, oui. Encore une fois, on est stupéfait du décalage entre leur savoir politique et administratif et leur style béret rouge. Ils ne manquent pas d'estomac, à défaut de cervelle. Prenons l'histoire d'Ascalon. Prenons-la, dit Belbeau, qui s'était distrait pour saluer avec ostentatoire luxure une certaine Dolores, laquelle s'assit à côté de nous en disant « Je veux entendre l'histoire d'Ascalon, je veux l'entendre. » Donc, un jour, le roi de France, l'empereur allemand Baudouin III de Jérusalem et les deux grands maîtres des Templiers et des Hospitaliers décident d'assiéger Ascalon. Ils partent tous pour l'assaut, le roi, la cour, le patriarche, les prêtres, avec les croix et les étendards, les archevêques de Tyr, de Nazareth, de César, et bref, une grande fête, avec les tentes dressées devant la ville ennemie, et les oriflammes, les grands pavois, les tambours. Ascalon était défendu par 150 tours, et ses habitants s'étaient préparés depuis longtemps au siège. Chaque maison était percée de meurtrières, comme autant de forteresses dans la forteresse. À mon avis, les Templiers qui étaient si forts, ces choses-là, ils auraient dû le savoir. Mais pas du tout. Ils s'excitent tous, se bâtissent des tortues et des tours en bois, vous savez, ces constructions à roues qu'on pousse sous les murailles ennemies, et lancent du feu, des pierres, des flèches, alors que de loin, les catapultes bombardent avec des blocs de roc. Les Ascalonites cherchent à incendier les tours, le vent leur est défavorable. Les flammes s'attaquent aux murailles, qui, au moins en un point, s'écroulent. La brèche. Alors, tous les assiégeants s'y jettent comme un seul homme, et il arrive une chose étrange. Le grand maître des Templiers fait faire barrage, de manière que dans la ville n'entrent que les siens. Les malveillants disent qu'il agit ainsi afin que la mise à sac enrichisse uniquement les Templiers. Les bienveillants suggèrent que, craignant un guet-apens, il doit envoyer ses braves en reconnaissance. Dans tous les cas, je ne lui confierai pas la direction d'une école de guerre. 40 Templiers parcourent toute la ville à 180 à l'heure, se lancent contre les murs d'enceinte du côté opposé, freinent dans un grand nuage de poussière, se regardent dans les yeux, se demandent ce qu'ils font ici, rebroussent chemin, et défilent à tombeau ouvert au milieu des morts qui, par les fenêtres, les criblent de pierres et de viretons, les massacrent tous, y compris le grand maître, colmatent la brèche, pendent aux murailles des cadavres, et de leurs poings font la figure au milieu d'immondes ricanements. Le mort est cruel, dit Belbeau. Comme des enfants, répéta Diotal-Lévy. Mais ils étaient vachement catangués des Templiers, dit Dolores tout excité. Moi, ça me fait penser à Thomas Géré, dit Belbeau. J'eus des regrets. Au fond, je vivais depuis 2 ans avec les Templiers et je les aimais. Pris dans le chantage au snobisme de mes interlocuteurs, je les avais présentés comme des personnages de dessin animé.
Peut-être était-ce la faute de Guillaume de Tyr, historiographe peu fiable. Ils n'étaient pas comme ça, les chevaliers du Temple, mais barbus et flamboyants, avec la belle croix rouge sur leur manteau blanc, caracolant à l'ombre de leur drapeau blanc et noir, le beau séant absorbé merveilleusement par leur fête de mort et de hardiesse, et la sueur dont parlait Saint Bernard était sans doute un éclat de bronze qui conférait une noblesse sarcastique à leurs effrayants sourires, tandis qu'ils veillaient à fêter sexuellement l'adieu à la vie. Lions en guerre, comme disait Jacques de Lutry. Agneaux pleins de douceur en paix, rudes dans la bataille, pieux dans la prière, féroces avec leurs ennemis, bienveillants pour leurs frères, marqués par le blanc et le noir de leurs étendards parce que pleins de candeur pour les amis du Christ, sombres et terribles pour ses adversaires. Pathétiques champions de la foi, dernier exemple d'une chevalerie sur le déclin. Pourquoi me comporter avec eux comme un arioste quelconque, quand j'aurais pu être leur Joinville? Me vinrent à l'esprit les pages que leur consacrait l'auteur de l'histoire de Saint-Louis, qui, avec Louis le Saint, était allé en Terre Sainte, écrivain et combattant à la fois. Les Templiers existaient désormais depuis 150 ans. On avait suffisamment fait le croisade pour arraser tout idéal. Disparus comme fantômes les figures héroïques de la reine Mélisande et de Baudouin le roi lépreux. Consumés les luttes intestines de ce Liban ensanglanté dès alors. Tombé une fois déjà à Jérusalem. Barberousse noyé en Cilicie, Richard Cœur de Lion vaincu et humilié qui regagne sa patrie, déguisé justement en Templier, la chrétienté a perdu sa bataille. Les morts ont un sens bien différent de la confédération entre potentats autonomes, mais unis dans la défense d'une civilisation.